Allez, enregistrement crépusculaire pour une série post-apocalyptique. Sweet. Et donc, on commence le récit. L'apocalypse a déjà eu lieu. L'apocalypse, ça a été grosso modo une maladie, une pandémie qui a détruit la quasi-totalité de l'humanité. Puisque ça va être assez vite posé dans le comics. Dans le premier volume, il se passe pas grand chose, mais au moins on nous dit ça. Il n'est pas question d'espérer pouvoir s'en sortir comme ça sans créer un vaccin, euh, puisque on est dans une configuration où quand un bébé arrive à naître, il naît du coup à moitié, il naît mutant en fait, il naît à moitié animal. Donc il naît ce qu'ils appellent des hybrides. Voilà. Et il n'y a aucun bébé humain qui ne naît normal. Et là-dessus, ce qui vient se rajouter au petit combo, et ben la maladie qui tue la pandémie, donc qui tue les humains, tout le monde est porteur. C'est-à-dire que vous pouvez mourir en quelques heures, en quelques semaines, en quelques mois, en quelques années, en quelques dizaines d'années, mais en soi, tout le monde est porteur de la maladie. Voilà, ça c'est l'état de l'humanité quand on commence le comics. Et là-dessus, on suit donc Gus qui vit dans une maison au fond des bois avec son père. Son père qui lui enseigne la religion et qui est toute la vie de Gus, qui, comme tout le reste de l'humanité, est malade. Donc le père de Gus finit forcément par mourir de maladie. Et là, le père de Gus qui lui avait bien dit de jamais sortir du bois, il va être un peu déçu parce que oui, là il y a une situation où Gus, il a un peu peur qu'en fait des gens sont déjà venus attaquer chez lui, on l'ont déjà agressé une première fois. Et en fait, il a le choix, soit suivre un inconnu et s'enfuir, soit rester à un endroit où il est possible que les gens qui sont venus l'agresser pour le capturer la première fois avaient dit à d'autres personnes où ils allaient. Donc du coup, il y a une possibilité que, en fait, maintenant on sache où il habite et donc d'être vulnérable. Donc il va faire ce que lui avait formellement interdit son père. Il va sortir des bois pour suivre cet inconnu qui lui promet qui va l'amener en fait dans une réserve où il y a plusieurs enfants hybrides qui sont protégés comme ça. Voilà, là vous avez tout le récit du premier bouquin. J'ai envie de dire, vous savez où ça va. Vous savez très bien où ça va, vous savez très bien comment ça va se passer. Bon, à la fin, alors, truc un peu con, il y a des petits bonus, très sympa hein, les petits bonus à la fin du premier volume. Mais du coup, il y a un bonus qui fait un spoiler sur le deuxième bouquin. Voilà, il y a un croquis d'un personnage, je me dis ah mais ouais, je pensais faire une connexion avec tel autre personnage à ce moment-là, je pensais que ça pouvait être intéressant. Et du coup, c'est une révélation de genre la fin du deuxième bouquin en disant ah ouais, en fait, il y avait cette connexion là. Merci, en fait, je le sais depuis les bonus en fait du premier bouquin. Donc bon, ça aurait été intéressant que ce bonus là soit à la fin du deuxième bouquin et pas du premier. Dommage. C'est pas très grave, en vrai, c'était pas une révélation extrêmement importante. Donc. Deuxième partie de la vidéo, puisque la batterie a lâché hier soir. Donc, il y a plus de lumière, il y a aussi plus de vent, et on va essayer de conclure cette vidéo en pas trop de temps. Donc je disais que la dynamique était vue et revue hein, entre le vieux baroudeur et l'enfant pour du post-apocalyptique. Donc en vrai, ça c'est pas hyper intéressant. Là où ça devient plus intéressant dans le deuxième volume de l'intégrale, c'est que on a non plus le baroudeur et Gus, mais toute une petite équipe qui va se monter. Et cette petite équipe, en l'occurrence, c'est très peu d'adultes pour pas mal d'enfants. Et là, pour le coup, on a quelque chose déjà d'un peu plus original pour du post-apo, hein, puisque donc la question c'est toujours de protéger les enfants, même s'ils sont le moteur de l'aventure dans cette histoire. Hein. C'est vraiment eux qui décident où ils vont aller et du coup où les adultes vont les suivre. Euh, mais
En plus de ça, la dynamique, ça va vraiment être un petit peu le regard porté par les enfants sur les adultes. Donc ça, c'est pareil, c'est déjà un peu plus original. Bon, l'autre truc qui va vraiment avoir lieu dans le deuxième tome, enfin dans le deuxième volume, et qui, pour le coup, fait un peu peur, c'est que pour le post-apocalyptique, en général, on a la confrontation classique de la science contre la religion. Ceux qui voient en l'apocalypse, entre guillemets, justement, des guillemets, en disant oui, en gros, c'est une catastrophe naturelle d'ampleur mondiale, c'est une pandémie, et ceux qui y voient une raison ou une cause, euh, on va dire religieuse, en tout cas qui relève de la foi, en disant c'est Dieu qui nous punit ou quelque chose comme ça. Bref. Et donc, très souvent dans le post-apocalyptique, soit ça part vraiment dans le. Oui, ça part dans le zombie, et du coup, généralement, c'est un truc scientifique. Voilà. Ou ça part avec des démons, et pareil, c'est l'apocalypse, mais de manière très catholique, tout ça, tout ça. Bon, là, Jeff Lemire trouve autre chose, mais juste pour vous dire, ça va pas être le côté scientifique. Voilà, déjà, c'est pas ça. On est beaucoup plus du côté religieux pour le coup, mais d'une manière assez originale. Et sur le coup, quand on voit que ça part sur le religieux, ça inspire pas confiance. Hein. Ça inspire pas du tout confiance parce que, on commence sur des délires un peu messianiques. Bon, pareil, ça s'est vu et revu, le délire messianique, donc bon, ok, mais là-dessus, c'est là où c'est intéressant, c'est que nous, on avait déjà vu un peu les prémices de ça, hein, c'est qu'il y avait des rêves prémonitoires à différents moments du récit, et que il y a un personnage, justement, un personnage scientifique, qui, en fait, analyse analyse un journal de bord, en fait, qui est présenté un peu comme une bible, et du coup, qui commence à se dire, ah non, en fait, ce qu'il a pris pour une bible, ce qu'il a pris pour des récits messianiques, au final, c'est peut-être de la schizophrénie. Donc c'est diminué, et en fait là ce qui est intéressant, c'est qu'on se retrouve dans une configuration très particulière où on voit bien qu'il y a des rêves prémonitoires pour des choses qui se passent plus ou moins, mais qui se passent quand même plus que moins. On nous dit que oui, mais celui qui a enseigné les choses et du coup provoqué, et du coup qui le rôle en fait de professeur, on va dire, qui enseignait la religion et qui allait donner tout ce côté un peu messianique, au final il n'avait pas toute sa tête. Du coup, nous-mêmes en tant que lecteurs, on va pouvoir diminuer en fait l'impact de cette question religieuse, en disant à quel point elle est vraie, à quel point c'est pas de l'auto-persuasion. Et là, en fait, on va à partir de là commencer à douter, et c'est là où cette piste religieuse va devenir de plus en plus intéressante, jusqu'à devenir absolument géniale dans le 3e tome. Et c'est vraiment ce qui va faire la force en fait du récit, c'est-à-dire qu'on a une équipe au final inhabituelle dans un contexte inhabituel de post-apocalyptique. Quand je dis inhabituel, c'est vraiment dans le sens où nous, en tant que lecteurs, on n'est pas habitués à ce genre de récit post-apocalyptique. Très sincèrement, moi jusqu'à peu près la moitié du 2e tome, je me disais bon ok, j'ai acheté tout ça en bloc. Au final, oui, c'est sympa, mais est-ce que je vais le garder? Est-ce que je vais pas le revendre après la lecture? Bon, voilà. Fini le 3e volume, je dis oui, ok, je garde, c'était très cool. C'est surtout la 2e moitié du récit, effectivement, qui est vraiment très très bonne. La première, c'est un petit peu. C'est pas tellement que ça se cherche, mais que c'est des sentiers très connus. Donc on s'ennuie un petit peu aujourd'hui à la lecture. Là où, sans que ce soit mauvais, hein, mais on s'ennuie un petit peu. Là où la 2e partie est plus rafraîchissante justement, et prend des chemins justement moins courants. Donc, au final, Sweet Tooth, des personnages très bien écrits, c'est du Jeff Lemire,
Donc là-dessus, voilà, hein, il sait très bien faire ce genre de truc, c'est très bien écrire les personnages un peu rugueux, et là on en a pas mal. On a une conclusion qui est à la fois celle qu'on attend. En fait, il surprend sur la conclusion de certains personnages. Et c'est des conclusions logiques en termes d'arc scénaristique, mais c'est vrai que c'est pas là où on aurait pensé que la vie aurait amené les personnages. Et du coup, c'est assez bien fichu là-dessus de voir, oui, en fait, à situation exceptionnelle, parcours exceptionnel.